Stream a démarré. Bonjour. Est-ce que vous nous recevez au téléphone? Vous pouvez soit activer le pouce pour nous signaler que vous nous recevez, ou soit mettre un petit message dans le chat pour nous dire que vous nous recevez. Deux messages non lus. Bonjour à tous. Bonjour Orisis. Est-ce que vous nous recevez? J'attends d'avoir un petit pouce qui bouge ou d'avoir un petit message dans le chat. Tac. Parfait. Ok, top. Pour ceux qui auraient des problèmes de connexion, que ce soit en vidéo ou en audio, vous pouvez mettre un message dans le fil de discussion sur la droite. On a Antoine et on a des collègues qui seront là pour vous accompagner pour résoudre le problème et pour que vous puissiez suivre ce webinaire. Voilà, donc je propose qu'on commence. Il est 10h01, ça fera venir tout le monde. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire conjoint des marchés bailleurs sociaux et tertiaires. Donc c'est un webinaire qui s'intitule Des biodéchets au biométhane, comment favoriser la mise en place d'une économie circulaire locale. Alors moi je m'appelle Fabrice Desjardins, je suis chef de marché tertiaire chez GRDF et c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. On part sur un exercice d'1 heure, on s'est laissé 1 heure jusqu'à 11h. L'idée, c'est d'avoir 3/4 d'heure, 50 minutes de présentation de la part des intervenants que vous avez là sous les yeux. Et puis, on se laisse 10-15 minutes pour ensuite un exercice de questions-réponses pour que vous puissiez formuler vos questions aux intervenants. Je préfère le dire tout de suite. Donc, vous aurez accès aux slides, tout ce qui va être présenté maintenant. Il y aura un replay, donc vous aurez accès aux slides qui vous seront projetés d'ici là, tout au long du webinaire. Alors, en termes de déroulé, comment ça va se passer? Aujourd'hui, donc, vont intervenir pendant une vingtaine de minutes 2 collègues de GRDF. Donc, on a au début Laetitia Obeux-Chojnaki qui est chargée de développement biométhane chez GRDF et qui est Bonjour à également tous. chef. Bonjour Laetitia, qui est chef de marché collectivité. Elle est accompagnée de Gaëtan Quesnel, qui est le chef de marché Bonjour. bailleurs sociaux. Salut Gaëtan. Donc, ils vont commencer pendant une vingtaine de minutes par nous recontextualiser les enjeux autour des biodéchets et du biométhane, que ça soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue réglementaire, d'où on vient, où on en est et quelles sont les perspectives. Après ces 20 minutes d'introduction ou de présentation de la part de GRDF, on aura Trion qui prendra la parole. Donc, Trion, qui est une entreprise spécialisée dans la méthanisation locale et modulaire, pour valoriser des biodéchets alimentaires. Donc côté Trion, on aura également un exercice à 2 voix. On aura Charles Deschamps, qui est responsable projet développement Bonjour chez à Trion. tous. Salut Charles. Et Vincent Luoni, responsable commercial côté Trion. Alors, ils vont nous expliquer comment, se montent et se développent des filières complètes, sur le terrain. Et à la fin, on aura également une intervention ou plutôt de témoignage de la part de Guillaume Robin, qui est gérant d'Ecovalim dans la Vienne. Bonjour. Bonjour Guillaume, une entreprise qui collecte et valorise des biodéchets. Et Guillaume, il est accompagné d'Emmanuel Lortolari. Bonjour. Salut Emmanuel, qui est directeur général Château du Clos de la Ribaudière, à côté du Futuroscope. Et là, pour le coup, ce que Guillaume et Emmanuel feront, c'est qu'ils témoigneront notamment côté utilisateur et usager de la mise en place d'une chaîne circulaire. Donc voilà, on part, il est 10h05, on part sur 3/4 d'heure de présentation. Gaëtan, Laetitia, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Fabrice. Donc Gaëtan Quesnel, donc effectivement je suis chef de marché logement social. Donc avec Laetitia, on va vous parler de la méthanisation des biodéchets pendant une vingtaine de minutes. Donc tout d'abord, pour rappeler rapidement ce qu'est la méthanisation. Alors c'est assez simple, je pense que vous en avez déjà entendu parler et vous avez peut-être vu la publicité actuellement avec Jamel Debbouze. Donc la méthanisation, de façon assez simple, c'est la fermentation de déchets organiques. Alors ce qui est intéressant de savoir, ce qui est important à savoir, c'est que finalement, on est tous quelque part producteurs de biométhane, parce que finalement, on peut faire des biométhanes à partir de différents déchets organiques. Donc bien sûr, les déchets agricoles, mais pas seulement, également les bouts d'épuration, mais également les déchets alimentaires. Et donc, voilà, c'est l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, à travers toutes ces sources de matière organique, finalement, on est tous potentiellement producteurs de biométhane.
Et au niveau des usages, alors il faut savoir que le biométhane, c'est un atout clé pour la décarbonation des usages du mix énergétique en France, parce que finalement, le biométhane, il peut avoir les mêmes usages que le gaz naturel, c'est-à-dire à chaque fois dans les bâtiments pour le chaude sanitaire, mais également bien sûr pour le chauffage et pour un usage qui commence à se développer, donc le bio-GNV, donc c'est le gaz naturel véhicule. Et donc, pourquoi on parle de décarbonation? Parce qu'il faut savoir que le biométhane, c'est un contenu carbone qui est 10 fois inférieur au gaz naturel. Donc, si on continue, alors aujourd'hui, on en est de la production de biométhane. Alors, il faut savoir qu'on a fêté il y a quelques mois les 10 ans du premier site de biométhane en injection sur le réseau gazier. Donc, il faut imaginer qu'il y a 10 ans, cette carte-là, elle était vide. Et donc aujourd'hui, on est à presque 700 sites de méthanisation qui injectent dans le réseau gazier en France. Donc voilà, donc ça montre qu'il y a une belle dynamique en 10 ans. Aujourd'hui, on est sur une capacité installée de biométhane de plus de 12 TWh. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de la puissance de la production de 2 centrales nucléaires. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'en 10 ans, on était capable, enfin, en tout cas la filière a été capable de produire l'équivalent de la puissance de 2 centrales. En termes d'équivalent logement, ça représente donc 3 millions de logements neufs alimentés au gaz ou 49 000 bus au GNV. Et donc, vous avez tout à l'heure, je parlais d'enjeux de décarbonation. Donc, on voit si on accumule toute cette production de biométhane, donc on voit la quantité de gaz à effet de serre, donc 2,7 millions de tonnes de gaz à effet de serre qui ont pu être évitées grâce à la méthanisation. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le biométhane, c'est l'une des seules énergies qui est en avance sur les objectifs de la politique pluriannuelle de l'énergie. Et donc, c'est quoi les objectifs de la filière? Il y a 2 chiffres principaux à retenir. Donc, un objectif d'être à 20% de biométhane dans les réseaux gaziers en 2030 et 100% en 2050. Donc, cet objectif, il se base d'une part sur la dynamique de la filière actuelle, mais également sur une étude sur le potentiel, les perspectives du biométhane qui a été réalisée en 2022, donc avec l'ADEME, et qui montre qu'il y a le potentiel de déchets organiques utiles en France, nécessaires en France, pour arriver donc à cette production de 100% de gaz vert en 2050. Mais bien sûr, cet objectif de 100% de gaz vert en 2050, il est aussi adossé à une réduction des consommations énergétiques. De toute façon, il faut savoir qu'en France, si en 2050, on veut atteindre la neutralité carbone, il est nécessaire de réduire de façon assez importante les consommations énergétiques. Donc, c'est pour ça que dans les actions que l'on mène auprès de nos différents partenaires, sont toujours associés le développement de la production de gaz vert, mais aussi la réduction des consommations énergétiques. Donc voilà, donc en gros, on est sur un objectif aujourd'hui qui est à la fois ambitieux, mais qui est en même temps réaliste. Voilà. Et je laisse la parole à Laetitia pour la suite. Merci Gaëtan. Donc oui, je prends la suite. Donc après ce rapide panorama de la production de biométhane à partir de la méthanisation de nos déchets organiques en France, je vous propose de zoomer sur effectivement les biodéchets. Donc comme vous le disiez Gaëtan, on est tous producteurs de biodéchets, qu'on soit acteurs économiques du secteur de la restauration, acteurs économiques du secteur de l'industrie agroalimentaire, qu'on soit collectivité, qu'on soit citoyen. On est producteur de biodéchets. Alors, biodéchets au sens réglementaire, puisqu'on pourrait assimiler biodéchets au sens littéral, bio pour organique, en quelque sorte, déchets organiques. Donc, c'est le cas. Mais il y a une définition réglementaire qui se rajoute, en fait, quand on parle de biodéchets, et qui, c'est dans le Code de l'environnement. Et donc, ça définit très clairement la notion de biodéchets au sens de cette obligation de tri à la source qui est effective à tous depuis le 1er janvier 2024. Et donc, on parle de déchets que l'on est obligé de trier à la source, des déchets donc, de jardin, de parc, donc des déchets verts, mais également tout ce qui est déchets alimentaires, qui représentent la majeure partie de ces biodéchets, qui sont des déchets de cuisine et de table, des déchets alimentaires issus de tout ce qui est processus de transformation industrielle, déchets de restauration collective, traditionnelle, etc. Donc, ce sont ces biodéchets-là, sur cette définition-là, qui sont aujourd'hui avec une obligation qui date pas d'hier, puisqu'elle date de la directive européenne de 2008 et qui a été retranscrite en premier lieu pour les gros producteurs à travers la loi Grenelle de 2012, qui fixait à l'époque des seuils. On est arrivé sur le dernier seuil au 1er janvier 2023, donc pour les gros producteurs de plus de 5 tonnes
par an de biodéchets. Et depuis le 1er janvier 2024, donc c'est la loi AGEC qui est venue retranscrire ces évolutions réglementaires européennes, eh bien, il n'y a plus de seuil. Donc, c'est une obligation qui est imposée à tous, y compris le citoyen lambda que nous sommes. Alors, quand on parle de biodéchets, au sens de cette obligation de tri à la source, on parle de quoi? Donc, d'une obligation réglementaire, qui peut aussi constituer une opportunité, on en parlera tout à l'heure. Ce biodéchet, il est considéré comme un déchet. Pourquoi on le trie à la source? Parce que c'est aussi un flux qui s'inscrit dans les objectifs de plus d'économie circulaire. Le biodéchet, il a un potentiel intrinsèque matière et un potentiel intrinsèque énergétique. Ça constitue deux ressources, donc si on l'exprime par le biais de la méthanisation, une ressource énergétique en produisant du biogaz qui peut être épuré pour donner du biométhane, et une ressource matière, puisque ça reste de la matière organique avec des composés agronomiques intéressants, comme aussi l'azote, le phosphore, le potassium, et qui peuvent tout à fait venir se substituer à des engrais de synthèse. Donc ça, c'est ramené au sol, bien évidemment. Aujourd'hui, si on ne met pas en place ce tri à la source des biodéchets, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre d'incitations qui sont mises en place par nos politiques, notamment la hausse de la TGAP. TGAP pour taxe générale des activités polluantes, c'est ce que tout producteur de déchets paye, en plus du coût à la tonne de son déchet aux prestataires de collecte. C'est ce qui va payer pour faire valoir son empreinte en fait déchet. Et cette TGAP, elle augmente. Elle augmente notamment si vous continuez à flécher vos biodéchets vers des sites en incinération ou vers des sites en enfouissement. Donc, à terme, et c'est corrélé aussi avec des objectifs de réduction, notamment de nos volumes de déchets enfouis, si vous ne faites rien, vous allez subir la hausse de la TGAP. Ensuite, le potentiel. Je vous parlais d'un potentiel qui était intrinsèque, matière et énergétique. Quand on exprime ce potentiel par une valorisation organique de méthanisation, eh bien, on a à peu près une estimation sur l'ensemble des 20 millions de tonnes de biodéchets qui existent aujourd'hui à perspective 2030, qui sont sur une projection ADEME perspective 2030, toute nature confondue, moyennant les hypothèses de taux de capture, de filières complémentaires, compostage de proximité, compostage centralisé. Ce qui peut être fléché vers la méthanisation et la production de biométhane, c'est un potentiel qui va se situer entre 3 et 9 TWh. Alors pourquoi cette fourchette? Parce qu'on se gardera bien de savoir exactement comment le marché va se construire, puisqu'on est sur un marché émergent. Vous avez en fait la différence entre un potentiel mobilisable, le 3 TWh, et un potentiel net de 9 TWh. Entre les deux, c'est l'engagement en geste de tri, c'est plus de méthaniseurs aussi en capacité de traiter les biodéchets, je vais y revenir. Le ratio ADEME, dans les retours d'expérience qui ont été évalués sur la centaine de collectivités aujourd'hui qui ont mis en place la collecte séparée de ces biodéchets au titre de l'obligation, et leur valorisation, c'est 43 kg par an et par habitant. Ça, c'est plutôt un ratio assez élevé. On voit qu'il fluctue d'un territoire à un autre. Ayez juste en tête que globalement, le biodéchet, si vous ramenez ça à votre usage quotidien, c'est à peu près 30% de vos poubelles grises. Aujourd'hui, sans tri à la source, ça part en incinération, c'est que de l'eau, donc pas énormément d'intérêt et de l'impact environnemental nécessairement. Voilà, donc je vous ai redonné quelques chiffres. Comme effectivement Fabrice vous a indiqué que vous aurez les supports, je ne vais pas m'étendre vu que mon délai est contraint. La mise en place du tri à la source des biodéchets et derrière leur valorisation en méthanisation, si tu peux juste revenir sur les 3 points que j'ai soulignés juste avant. Non, avant. Voilà. Les enjeux pour réussir, c'est, vous le comprendrez, je pense déjà, de bien s'engager au geste de tri et de faire un geste de tri qui soit de qualité. Et là, que ce soit de la valorisation organique en compostage ou en méthanisation, si on ne trie pas en amont correctement, on ne pourra pas faire de la valorisation organique de qualité et donc, du coup, on perdra le sens premier de ce tri à la source des biodéchets qui priorise vers le retour au sol. Donc, bien sensibiliser, communiquer, ça c'est important. Ensuite, il y a évidemment la notion de coût. On est sur un flux émergent pour lequel les modèles de gestion de ces flux sont encore pour partie en plein développement sur les territoires, que ce soit pour les acteurs privés comme pour les acteurs du service public de gestion de déchets. Donc, il faut trouver le meilleur équilibre technico-économique. Donc, il y a des expérimentations qui se mettent en place.
des collectivités qui ont lancé des scénarios d'études, bien sûr des gains qui vont se trouver en réduisant les passages sur les poubelles grises classiques, puisqu'on va quand même réduire en théorie d'un tiers, enfin, peut-être pas d'un tiers tout de suite, mais progressivement. Donc, voilà, il faut encore trouver l'équilibre technico-économique et puis surtout aller valoriser les externalités. C'est un nouveau flux qui produit de l'énergie, qui produit de la matière. C'est au cœur de l'économie circulaire et les externalités positives, il y en a plein à faire valoir. L'emploi, le fait qu'on substitue les engrais de synthèse par de l'engrais de fertilisant naturel, le fait qu'on produit de l'énergie renouvelable via le biométhane 10 fois moins émettrice en carbone. Voilà, je pense que vous visualisez bien ce que ça peut apporter et ce qui emmène aussi vers des changements de paradigme dans nos modèles économiques. Et puis après, il y a des solutions à déployer qui sont des solutions de préparation de ces flux. Le flux biodéchets, il n'est pas irréprochable, ça va dépendre de la qualité du tri. Et puis, il y a des flux, par exemple, issus de la grande et moyenne surface, qui sont des flux emballés, qui vont nécessiter de la préparation comme du déconditionnement. Et c'est un flux qui est fermenticible. Comme il est fermenticible, il faut respecter la réglementation sanitaire et donc des étapes d'hygiénisation en amont. Tu peux passer, et là, voilà. Donc, c'est ce que je disais, quand on veut mobiliser des biodéchets triés à la source, qu'il s'agisse de vos biodéchets issus de votre activité de restauration, de vos biodéchets issus de vos locataires au sein de vos immeubles, de vos biodéchets issus de votre industrie agroalimentaire locale, si vous êtes une collectivité et que vous poussez justement vers plus de développement durable sur votre territoire, pour le flécher, ce biodéchet, vers le double potentiel matière énergétique, il faut le collecter. Alors, il faut évidemment le produire, mais bon, ça, c'est pas très dur, vu dans les sociétés de consommation dans lesquelles on est. Il faut le trier, il faut bien le trier. Ensuite, il faut le collecter. Il y a deux voies de respect du tri à la source des biodéchets. C'est le tri à la source via une gestion ensuite en proximité, donc le compostage de proximité, et puis ensuite en collecte séparée. Nous, pour flécher vers de la méthanisation, ça sera plutôt avec de la collecte séparée, donc avoir des camions ad hoc, voilà, et puis ensuite préparer. Donc préparer des conditionnements selon la qualité du flux qu'on va réussir à récupérer. Sur de l'emballé, ça s'impose. Sur des flux qui sont de qualité moindre, on parlera plutôt d'une préparation pour enlever tout ce qui est inerte, microplastique, plastique, qui font l'objet d'une réglementation spécifique avant retour au sol. Et puis, hygiénisation, je vous en parlais, quand on traite en méthanisation, on est obligé d'hygiéniser ces flux. C'est de la réglementation sanitaire là, qui s'applique, 70 degrés 1 heure après broyage 12 mm, pour limiter les risques de pathogènes. Voilà. Et puis derrière, donc, on peut ensuite méthaniser et puis exprimer toutes les externalités avec le retour au sol du digestat. On respecte la hiérarchie de traitement par le retour au sol du digestat. La méthanisation, j'insiste, ce n'est pas que de la production énergétique, c'est aussi du retour au sol qui est maîtrisé par du digestat qui doit être de qualité, aussi bonne qualité qu'un compost. Les valeurs agronomiques seront toutefois différentes. Et les usages, Gaëtan vous en a parlé, les mêmes que ceux qu'on utilise pour le gaz naturel fossile, industriel, domestique, mobilité. Donc, les bénéfices collectifs, on valorise nos biodéchets, on contribue à faire que ces déchets soient de nouvelles ressources dans une logique d'économie circulaire et non plus linéaire. On dispose d'une énergie qui est 10 fois moins carbonée. On développe une économie circulaire territoriale, multi-acteurs, avec des synergies. Donc, c'est de l'écologie industrielle et territoriale, c'est de l'ingénierie de territoire, c'est de faire valoir voilà, les externalités. Et pas uniquement, c'est de les monétiser finalement, ces externalités et voilà, changer un peu de paradigme dans les fonctionnements. Et donc, feuille de route RSE, décarbonation, enjeux de décarbonation, on y est tous soumis. Il y a des enjeux d'image. Un restaurateur, il sera peut-être intéressé par se diversifier s'il peut mettre en avant le fait qu'il valorise ses biodéchets vers de la production énergétique qui retourne dans sa gazinière et vers des fertilisants naturels qui permettent des circuits courts avec ses maraîchers, de l'emploi, on diversifie la valeur, on fait de l'efficacité énergétique, évidemment, ça va de soi. Les objectifs que vous a présentés Gaëtan, c'est pour plus de sobriété énergétique aussi, et on fait de la gestion durable de nos déchets. Et donc, finalement, une fois que j'ai dit tout, OK, mais comment je flèche mes biodéchets vers les sites de méthanisation? Alors aujourd'hui, Gaëtan vous disait qu'il y avait 680 sites de méthanisation qui produisent du biométhane. Il y en a plus que ça, toute valorisation confondue, on est à peu près à 1600 méthaniseurs, puisqu'il y a d'autres méthaniseurs qui produisent du biogaz, mais qui font de la cogénération, production d'électricité. Donc 680 qui font de l'injection pour l'équivalent de 2 centrales nucléaires de puissance.
Et donc, sur ces 1600, eh bien, tous ne sont pas en capacité de traiter des biodéchets. Il faut un agrément sanitaire pour traiter des biodéchets, et je vous l'ai dit, il faut une hygiénisation. Et ensuite, il y a plusieurs modèles qui se structurent sur les territoires parce qu'on est sur un gisement du biodéchet qui est très diffus. Il va y avoir des zones qui vont être très propices à la production de biodéchets, qui va dépendre de l'activité et de l'urbanisation, et puis d'autres beaucoup moins, sur du mix ou du rural. Donc, en fait, ça s'adapte. Il y a plusieurs modèles de méthanisation, et vous allez voir après une intervention de Trion qui va vous parler d'un des modèles. Ce qu'on voit aujourd'hui plus fréquent, ça va être plutôt la méthanisation mixte agricole-biodéchets. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pas loin de 1600 méthaniseurs à la louche, qui sont plutôt majoritairement agricoles et qui ont cette capacité aussi, s'ils le souhaitent, de s'inscrire au service de leur territoire en traitant des biodéchets aussi, et donc en développant des briques complémentaires. On a les méthanisations 100% biodéchets qui sont plutôt portées soit par des collectivités en propre, je cite le CVO Lille-Sequedin, Morba, qui sont plutôt sur du tri optique, mais qui ont déployé le tri à la source des biodéchets, ou soit par des développeurs d'énergie renouvelable. Vous pouvez connaître par exemple Total Energy, CVE, le groupe Keon, enfin il y en a plusieurs qui se sont développés sur la méthanisation. Et puis après, on a des méthanisations, donc mini-méthanisation, Trion en parlera, on est sur un modèle plus petit, 10 000 tonnes par an. Et puis micro-méthanisation qui concernera moins GRDF, puisque là, on est sur des productions très faibles de biogaz, qui sont plutôt à des fins d'autoconsommation ou de production énergétique, avec des rendements qui ne permettent pas d'exploiter 100% de ce biogaz, qui peuvent faire sens dans certains cas de figure très localisés et plutôt en réponse à une gestion de toute proximité. Voilà. Alors, je vous ai donné pour terminer quelques exemples de calculs dans le secteur de la restauration. Soyez attentifs parce qu'il y aura une petite question quiz qui suivra pour voir si vous avez tous bien suivi. Alors, on a une cuisine centrale X qui produit 3000 repas par jour, donc à raison d'un ratio qu'on en a considéré de 60 grammes de biodéchets résiduels par repas, 5 jours par semaine, 52 semaines par an, et un potentiel biométhane qu'on considère de façon macro de l'ordre de 100 normomètres cubes de biométhane par tonne de biodéchets collectés. Eh bien, sur cette cantine, ou cette cuisine centrale, pardon, qui va alimenter donc plusieurs cantines, c'est 468 tonnes par an équivalent de biodéchets produits. Et ça équivaut finalement à verdir 505 MWh par an, les usages pour, par exemple, le chauffage des maisons. C'est de quoi faire rouler 2 camions au bio-GNV, de produire 420 tonnes d'engrais naturels et d'éviter 94 tonnes équivalent CO2. Si maintenant on prend la consommation moyenne en gaz hors action de sobriété, pour un rang, donc voilà, parce que je n'ai pas c'est des données brutes, pour un restaurant d'entreprise, et puis ça date un peu, donc pour un restaurant d'entreprise de 1200 couverts jour, c'est 100 MWh par an de consommation. Et si on prend sur un restaurant ici un ratio plus élevé que sur les cuisines centrales, 130 grammes de biodéchets résiduels par repas, ce qui n'empêche pas évidemment de lutter contre le gaspillage alimentaire. Toujours pareil, 5 jours par semaine, 52 semaines par an, on a un potentiel de 41 tonnes par an de biodéchets qui peuvent être valorisés en méthanisation. Ça verdit 44% de la consommation de ce restaurant. C'est 44 tonnes d'engrais naturels en circuit court qui peuvent être valorisés. Et puis, on composte les allers-retours annuels, travail domicile de 7 salariés en voiture. Donc, on fait de la RSE aussi à l'échelle du tout petit restaurant. Voilà. Je laisse Gaëtan reprendre la main. Merci Laetitia. Donc, très rapidement sur les différents types d'accompagnement de GRDF sur les biodéchets. Alors, d'une part, en matière, donc, GRDF, en tout cas, on joue un rôle dans l'information, dans la sensibilisation, donc à travers des visites de sites de méthanisation. Alors, vous allez déjà recevoir plusieurs invitations de GRDF pour visiter des sites. Donc, si ce n'est pas le cas, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, donc à travers des sites, mais aussi à travers la visite de sites, mais également donc l'information à travers des guides. Donc, on vous a mis quelques liens utiles tout à l'heure, avec des liens sur des guides, notamment de la méthanisation des biodéchets, qui permettent d'identifier des leviers pour se lancer dans un projet. Mais c'est aussi l'accompagnement de GRDF, c'est aussi de la mise en relation donc, avec des acteurs de la filière, donc que ce soit des collecteurs, des associations de tri, des méthaniseurs. Donc, vous voyez sur la slide, la page de présentation d'une revue des solutions innovantes et engagées qui a été publiée en 2022 et qui permet justement de montrer différents acteurs
différentes solutions d'accompagnement des collectivités, mais aussi des bailleurs sociaux sur la question du tri, de la collecte et de la mutualisation des biodéchets. Et enfin, le rôle de GRDF, c'est aussi de co-animer des ateliers de sensibilisation auprès des habitants, auprès des locataires. Alors, non pas pour leur expliquer le tri, parce que ça, vous le faites mieux que nous, mais principalement en tout cas, pour dire finalement quelle est la deuxième vie de ces biodéchets, notamment voilà, pour expliquer toute la question de la méthanisation, du retour au sol et finalement des usages. Voilà, leur montrer que s'ils trient bien leurs biodéchets, bah, ça leur permettra de verdir leur consommation énergétique. Donc voilà. Et puis à titre d'illustration de ce qu'on peut voir, comme ce webinaire était pensé à destination des collectivités et des bailleurs sociaux, donc là on vous montre un exemple finalement d'une coopération, d'un partenariat entre un bailleur social en Normandie, donc qui s'appelle Logéal, et une communauté de communes, celle de Caustres-Robert, donc en Seine-Maritime, qui ont déployé différents points d'apport volontaires. Et donc, ça a permis en l'espace d'un an, donc ils ont déployé ça à différents endroits de la communauté de communes, mais autour des bailleurs, autour de 9 immeubles collectifs. Et donc, ça a permis en l'espace d'un an de collecter 2 tonnes de biodéchets, donc qui ont été envoyés en méthanisation. Donc, c'est un exemple de coopération entre des bailleurs, entre des collectivités, d'accompagnement des habitants avec des actions de sensibilisation. Et au final, donc, une réduction, du gaspillage et en même temps, donc, une valorisation des biodéchets vers la méthanisation et la production de gaz vert. Voilà, donc c'était pour illustrer. Et donc, il y a des appels à projets qui viennent de s'achever, enfin, dont les projets vont émerger et donc qui permettront d'amplifier ces retours d'expérience. Et donc, je vais laisser Merci. la parole. Voilà, Fabrice, je te laisse reprendre. Je pense que Laetitia voulait lancer un petit. C'est le moment peut-être de lancer le quiz là que tu préparais. Oui, Voilà. je laisse Antoine du coup. Voilà. Si vous avez été attentif, j'ai présenté les réponses. Alors, quelles sont les externalités positives pouvant être valorisées pour un restaurant de 1200 couverts par jour qui trie et valorise les biodéchets résiduels en méthanisation? Voilà. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Ceci est un petit indice. Donc, n'hésitez pas à répondre directement. On laisse 1 ou 2 minutes. Oui, une petite minute, ouais. Laisse partager, hein. Donc les bonnes réponses, Laetitia, c'était. Eh bien, c'est de quoi verdir 44% de la consommation de gaz annuelle de l'établissement et de quoi compenser les allers-retours travail-domicile de 7 salariés. Voilà. Merci. Ok, top. En tout cas, Gaëtan, Laetitia, merci beaucoup parce que ça a permis de reposer le sujet. On voit quand même qu'on est sur des sujets qui sont multifacettes, que ce soit réglementaire, technique, environnemental, économique. Là, on a entre guillemets les bases. Maintenant, on va passer la parole à Trion qui vont nous expliquer finalement leur approche pour accompagner et développer ces filières. Charles, Vincent, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Fabrice. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez afficher? Voilà, super. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous partager notre retour d'expérience, de vous présenter Trion Environnement et les leviers du développement des filières de collecte, de traitement et de valorisation des biodéchets sur les territoires. Alors tout d'abord, Trion Environnement, nous sommes concepteurs, développeurs, exploitants de filières 100% dédiées aux biodéchets alimentaires. Donc, c'est-à-dire qu'on intervient depuis l'accompagnement à la mise en place du tri à la source chez les producteurs, alors plutôt chez les professionnels, mais on accompagne aussi les collectivités. Donc, on va chez les producteurs
valider les consignes de tri, les matériels utilisés, puis on va poser un bac de collecte qu'on viendra collecter avec nos moyens de transport pour pouvoir emmener ces biodéchets triés vers le modulo qui est notre unité qui propose la réception, le traitement et la valorisation des biodéchets par deux coproduits. Le premier, c'est la production du biométhane qui est injecté dans le réseau de distribution généralement exploité par GRDF et qui peut être utilisé en tant que GNV pour alimenter nos propres véhicules. Et le deuxième coproduit, c'est la production donc, du fertilisant, donc des digestats qui repartent en valorisation agricole. Et puis la frise en bas de la diapositive, c'est la présence de Trion sur toute la chaîne de valeur de la filière, donc depuis la conception, c'est-à-dire que le modulo qui est notre unité, ce sont les équipes de Trion qui l'ont conçu, qui possèdent la technologie. Nous réalisons le développement des unités depuis l'initiation des projets jusqu'à l'obtention des autorisations. Ensuite, nous finançons l'unité, nous réalisons la construction en tant que maître d'ouvrage, hein, nous finançons l'unité et puis ensuite nous l'exploitons sur la durée, donc pour des durées qui sont indéterminées puisque nos installations sont là sur de très longues périodes. Alors, voici quelques valeurs sur le modulo Yvelines, qui est notre première unité qui est en exploitation depuis bientôt 3 ans à Carrières-sous-Poissy, dans le nord des Yvelines. Donc, modulo Yvelines, c'est une capacité de traitement de 10 000 tonnes par an. 10 000 tonnes, c'est l'équivalent de la production d'une aire urbaine de 150 000 à 200 000 habitants, produit par les ménages et les professionnels. Ces 10 000 tonnes de biodéchets vont pouvoir générer une énergie de 10 gigawattheures, donc injectée chaque année sur le réseau gaz. Ces 10 gigawattheures, c'est à peu près l'équivalent de la consommation d'une quarantaine de bus sur le même territoire. Le deuxième coproduit, donc les fertilisants, ce sont 20% des besoins en fertilisants de synthèse sur 1000 hectares qui sont évités donc, par le retour au sol. Et du point de vue du projet, de ses besoins propres, le modulo Yvelines s'inscrit sur une surface de 3500 m² et nécessite 2 ans de développement depuis la sécurisation du foncier jusqu'à sa mise en service. Alors naturellement, on en a parlé, le contexte réglementaire pousse la société et aujourd'hui les collectivités, les citoyens à mettre en place le tri à la source et le retour au sol. Et donc, tout le territoire national est un champ de développement pour Trion et tous ses partenaires et tous ses confrères. Donc, nous, on vient répondre à une forte demande des collectivités et des acteurs économiques qui cherchent des solutions. Et nous, notre positionnement, c'est d'aller développer des projets sur des unités urbaines de plus de 150 000 habitants, notamment des unités urbaines avec de très fortes contraintes, par exemple l'Île-de-France, la région PACA, et les territoires aussi qui déploient des stratégies environnementales ambitieuses, que ce soit sur les nouvelles ressources énergétiques à engager ou sur justement la valorisation des déchets en général. Nos objectifs, c'est 5 unités en exploitation et construction à l'échéance 2025 et 30 unités à l'échéance 2030. Alors, les étapes de la vie du projet, alors on distingue 5 phases. La première phase, c'est celle qui est la plus complexe en termes de timing, c'est la faisabilité et la recherche et la sécurisation du foncier. Il faut savoir que sur un territoire, vous pouvez trouver un foncier aussi bien en 4 mois qu'en 2 ans. Et ça dépend de la pression foncière. Hein. On a vraiment, on est sur une ressource. Hein. Le foncier, on parle souvent d'eau, on parle d'énergie, mais le foncier est une ressource finie qui tend à se raréfier et qui, suivant les territoires, est peut-être quasiment non disponible. Une fois qu'on a sécurisé le foncier,
on va pouvoir démarrer le développement. Donc, c'est la première phase de développement-conception. On va designer l'installation, rédiger les dossiers de demande de permis de construire et d'autorisation d'exploiter ICPE. Donc, au bout de à l'échéance de ces 8 mois, on va déposer ces demandes et ce sont les services instructeurs de la préfecture qui vont instruire ces demandes et qui vont prendre à peu près 8 mois pour délivrer les 2 autorisations dont je viens de parler. À la suite de l'obtention de ces autorisations, on va pouvoir démarrer le chantier qui va aussi durer 8 mois. Et ensuite, c'est la mise en service de l'exploitation. Et là, alors, le business plan d'une unité de méthanisation en France, c'est 15 ans, puisqu'on s'appuie sur le contrat de rachat gaz garanti par l'État. Mais il faut savoir qu'à cette échéance-là, une fois les 15 ans écoulés, l'unité est toujours fonctionnelle. Alors, le tarif de rachat gaz, on n'a pas encore de visibilité, mais on disposera d'outils qui seront amortis et qui pourront continuer dans des conditions qui sont encore à définir, à produire, à traiter des biodéchets et à produire les services à destination du territoire. Donc, une fois que le foncier est sécurisé, on a à peu près 2 ans de développement avec derrière une durée de vie qu'on estime entre 20 et 60 ans. Alors, ce qui est important, c'est le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que les acteurs d'un territoire, que vous soyez bailleurs sociaux, élus, collectivités, citoyens, comment est-ce que vous pouvez agir pour accompagner le développement de ces filières-là sur les territoires? Alors, le premier point, vous l'avez compris, c'est l'émergence des fonciers compatibles. La grande difficulté pour faire démarrer les projets, c'est d'arriver à accéder à un foncier qui soit compatible du point de vue surface, du point de vue position géographique et du point de vue réglementaire. Le second point, c'est l'engagement de la collectivité et des partenaires sociaux vers la collecte des biodéchets, surtout auprès des ménages. On voit bien que sur des territoires où il n'y a pas de politique ambitieuse de collecte des biodéchets, eh bien, des développeurs comme nous serons, on constatera ça et donc on ne pourra pas sereinement développer une filière si le territoire ne joue pas le jeu, du point de vue aussi de la collecte. Et le dernier point, c'est qu'une unité de méthanisation, c'est une unité de production d'énergie, c'est d'abord une unité de traitement de déchets et par cette nature-là, ce ne sont pas des projets anodins. On a besoin d'un accompagnement et d'un soutien politique pour faire aboutir nos projets dans les meilleures conditions. Les développeurs déploient ce qu'on appelle la concertation. On agit, on interagit avec nos voisins, avec la population, mais le politique a une place qu'il doit prendre pour porter et accompagner le porteur dans le développement du projet. Et en dernière slide, en ce qui me concerne, donc pour rappel, c'est le cahier des charges justement de la prospection foncière. Donc à partir de 3 500 mètres carrés, en acquisition ou location, nous, l'idée, c'est de venir nous insérer dans une zone d'activité. Et il faut être en zone U ou AU au PLU, c'est-à-dire dans des zonages qui sont compatibles sur les territoires urbains avec les activités industrielles, zone d'activité, zone industrielle, ou derrière des installations type production d'énergie, traitement de déchets déjà existants. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Vincent. Merci Charles. Donc effectivement, en fait, chez Tri Environnement, nous sommes donc un ensemblier, donc de la création, ce que vient d'évoquer en fait Charles, jusqu'à la collecte et la valorisation en fait de vos biodéchets alimentaires. Donc nous avons, pour l'ensemble des producteurs de déchets que nous sommes, alors que ce soit collectivité, que ce soit du privé, différents contenants possibles. En fait, on s'adapte. Chez Tri Environnement, vous avez des bacs, donc le classique 120 litres, 240 litres, 400 litres, de la caisse palette, 550 litres, de la benne, 20 mètres cubes. Bref, on s'adapte aujourd'hui à tous les producteurs de déchets qui existent pour en fait venir collecter ce volume de biodéchets alimentaires.
Et c'est une collecte de proximité puisque notre unité modulo Yvelines est basée à 30 km de Paris et que les futures unités seront toujours en proximité des villes, puisqu'en fait, c'est la ville qui produit en fait les biodéchets alimentaires. Sur la partie traitement, effectivement, on dispose des équipements nécessaires pour justement faire le tri. C'est ainsi que Tri Environnement devient en fait un facilitateur. Alors, le tri est essentiel, bien entendu, en amont, c'est évident, pour avoir une production en fait de qualité. Malgré tout, on est facilitateur, c'est que nous avons donc un déconditionneur. Un déconditionneur, ça va permettre en fait aux producteurs de déchets de pouvoir mettre dans un seul et même bac un ensemble de biodéchets qui soient triés, on va prendre un cas de figure, l'épluchure de pommes de terre, par exemple, qu'ils soient emballés, le fameux pot de yaourt qui est à moitié plein, et je dis bien à moitié plein, parce que s'il était vide, il ne m'intéresse pas, il n'est pas à mettre en fait dans ce bac, il a bien un bac, qui lui est distinct. Et après le biodéchet alimentaire qui peut être de catégorie SPAN 3, donc les sous-produits animaux, boucherie, poissonnerie, boulangerie, pâtisserie. Tout ceci dans un seul et même bac. Et chez nous, chez Trion, une fois que la collecte est faite, on va donc amener ce camion à quai, on va le peser ce camion, on va vider et on va donc séparer ce flux par ce déconditionneur. Et on va dire qu'environ 5% de la masse collectée représente tout ce qui est indésirable. L'autre partie qui nous intéresse le plus, c'est justement ces 95% restants que nous allons donc valoriser. Et donc, en différents énergies, que ce soit donc du biogaz, que ce soit du fertilisant qu'on va renvoyer à QVI, qui est notre lagune en fait où nous stockons notre digestat, mais également en biogaz GNV pour nos propres véhicules de collecte. Et ça veut dire qu'on va pouvoir restituer à nos clients, à nos producteurs de déchets, au kilo près, puisqu'en fait, je sais exactement ce que je suis venu collecter chez eux, bah, je pourrais en fait leur dire ce que j'ai pu produire grâce à eux. Donc, on a une traçabilité en fait du flux jusqu'à en fait sa production finale et de gaz et de fertilisants. Pour ce faire, au-delà d'être un collecteur et un valorisateur, on est aussi animateur, on est aussi formateur et ça, c'est hyper important, c'est de pouvoir, en fait, éduquer, transmettre, la nécessité, le besoin, en fait, de trier ces biodéchets alimentaires. Donc on organise, en fait, différentes choses chez nos clients, que ce soit, des visuels, des affiches, des panneaux dynamiques sur les points de vente, que ce soit des formations, bien entendu, sur le point de vente, mais également en entreprise, que ce soit également la sensibilisation du personnel. On organise beaucoup et de nombreuses visites au sein de notre unité et ça, c'est essentiel. Euh, Me concernant, et je pense une grande partie de la population, nous sommes tous des kinesthésistes. Quand on voit en fait les choses, ben, ça nous parle beaucoup plus. Et ben, quand on reçoit en fait des collèges, des écoles, des élus au sein de notre unité, ben, ils voient le pourquoi de cette nécessité, de ce besoin, de cette réglementation, de trier en fait les déchets alimentaires et de ce que nous en faisons derrière. Nos clients dans les Yvelines aujourd'hui, donc pour Modulo, c'est essentiellement des cantines scolaires. C'est quasiment 70% de notre flux d'aujourd'hui. Donc, c'est tous les collèges du département des Yvelines. Ce sont des écoles élémentaires, les écoles maternelles. Ce sont également des crèches, ce sont également des foyers de seniors. C'est aujourd'hui 1000 tonnes de biodéchets alimentaires collectés dans les Yvelines. Nous avons également parmi nos clients le domaine de la santé, puisque nous collectons par exemple l'hôpital de Mantes-la-Jolie, l'hôpital de Melun-les-Mureaux. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris, nos clients d'aujourd'hui et de demain sont multiples, puisque vous et moi sommes également concernés, puisque chaque producteur de déchets au premier gramme émis, au premier gramme en fait produit, se doit d'être collecté et d'être valorisé. Donc aujourd'hui, notre solution Tri Environnement, elle s'adapte à tous les besoins. J'aime à dire qu'il existe plusieurs solutions sur le marché et différents acteurs, et c'est tant mieux, c'est parfait, mais à chaque solution correspond une attente. Donc à nous de vous écouter, à nous de venir vers vous pour écouter en fait vos besoins et pour y répondre. Merci à vous. Merci messieurs. Bah, écoutez, c'était top là, ça a permis de montrer que, au-delà des sujets, on va dire un peu généralistes dont nous ont parlé les collègues de GRDF, on a vraiment, derrière une déclinaison en local. On parlait de collectivités bailleurs sociaux, mais le tertiaire privé est aussi concerné et puis finalement, ça fait vraiment bien lien avec Guillaume et avec Emmanuel
puisque voilà, Guillaume et Emmanuel, je vous laisse la main, expliquer un petit peu comment vous, sur le terrain, concrètement, vous avez commencé à travailler main dans la main sur ce sujet, comment vous êtes rencontrés et nous montrer à la maille très locale comment vous avez mis les choses en place. Oui, je peux commencer si tu le souhaites, Emmanuel. Vas-y. Donc, Guillaume Robin, je suis le gérant d'Ecovalim sur Poitiers. Donc, je suis spécialisé, moi, dans les solutions de tri, de collecte et de valorisation des biodéchets. J'ai comme clients, on va dire, les acteurs, les professionnels producteurs de biodéchets, comme des restaurateurs, traiteurs, des collectivités, donc ça peut être des écoles également, beaucoup d'écoles. Et j'interviens sur l'ex-Poitou-Charentes, qui fait aujourd'hui partie de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, rapidement, donc j'ai créé déjà la société il y a 2 ans et demi maintenant. J'ai commencé à démarcher les producteurs, les gros producteurs d'abord. Il y a 2 ans et demi, tout le monde n'avait pas l'obligation de trier, ce qui n'est plus le cas depuis le 1er janvier 2024. Et puis, j'ai démarché mon secteur et c'est comme ça que j'ai rencontré Emmanuel, que je vais laisser présenter, puis je reprendrai la parole derrière. Je te laisse la parole. Ok, merci Guillaume. Alors, simplement, nous, on s'est effectivement rencontrés. Moi, je suis propriétaire exploitant d'un château hôtel, restaurant et spa. Alors, plutôt restaurant traditionnel gastronomique. Et donc, on s'était peu ou pas du tout intéressé par le tri de nos déchets jusqu'alors. Et puis, il y a 2 ans, lors d'une réunion professionnelle, on a commencé à parler de cette obligation à date du 1er janvier 2024. Et j'ai dit, mais tiens, ça, c'est un vrai sujet. Et on a commencé en interne à organiser notre tri sans pour autant en définir ou avoir une idée de ce qu'on allait en faire. Et j'ai rencontré Guillaume Robin qui se lançait dans cette aventure. J'ai dit, voilà, ça n'a fait qu'un bond dans mon cerveau. J'ai dit, mais c'est la solution. Et donc, on s'est mis en place avec Guillaume. On a été force de proposition. On a bien sûr intégré l'équipe à la restauration pour trier ces déchets, parce que c'était ça le vrai sujet, c'est comment changer nos habitudes. Et puis, tout naturellement, ça s'est mis en place et on est plutôt satisfait de la solution. Aujourd'hui, on sait quantifier nos déchets. On sait, alors, on travaille essentiellement avec des produits bruts dans notre restauration et on a un vrai intérêt sur la proximité locale. Nos producteurs sont locaux et quand Guillaume a dit, mais nous, on va méthaniser, on va ramasser tes déchets, on va les méthaniser à moins de 10 km de ton établissement, ça avait du sens. Ça avait du sens pour notre engagement, ça avait du sens pour notre profession. Et donc, j'ai vite fait abonder dans ce schéma. Ça nous a permis aussi d'être plus performants sur le calcul de notre empreinte carbone, l'empreinte carbone de notre exploitation, chose qui était un peu éloignée encore de nos préoccupations. Aujourd'hui, on est assez précis, on sait ce qu'on rejette comme déchets, le poids, on sait même y travailler précisément dessus, c'est-à-dire qu'on a des objectifs de réduction de ces déchets. On va être plus performant sur notre production et donc plus performant sur notre rentabilité. Donc c'est un vrai sujet et moi je suis ravi d'avoir rencontré Guillaume pour ce tri. Et puis je le répète, mais l'équipe est solidaire sur ce sujet. C'est vraiment des solutions d'avenir. Et moi, j'engage bien sûr l'ensemble des restaurateurs à réfléchir à ces solutions. Bon, Guillaume, je te repasse la main si tu veux la compléter. Merci. Alors, j'en profite comme ça pour te remercier déjà de ta confiance il y a 2 ans. Et c'est toujours, ça met toujours en confiance lorsqu'on lance une activité comme celle-ci, d'avoir un partenaire comme toi.
moi, je vais rentrer dans le détail technique de ce que j'ai proposé pour le château du Clos de la Rivaudière. J'ai évalué la quantité de biodéchets générés par la restauration. Emmanuel a un hôtel également, donc on peut inclure les petits déjeuners, hein, le marc de café, les épluchures d'orange, et puis toute la partie restauration midi et soir avec un nombre de couverts moyen. J'en ai évalué un quantitatif et puis je lui ai proposé 2 bacs de 240 litres. Donc mes bacs sont de couleur marron, hein, ce qui identifie le biodéchet selon l'ADEME, avec un affichage précis sur les bacs. Il y a marqué biodéchets, catégorie 3. Et puis rapidement, moi j'ai créé un partenariat avec une unité de méthanisation dans le même secteur, autour de Poitiers, qui est une méthanisation en injection, donc qui injecte directement le gaz vert dans le réseau GRDF. Et cette unité dispose d'un hygiéniseur donc, qui me permet de traiter l'ensemble de mes biodéchets. De manière très pragmatique, les agriculteurs propriétaires de cette méthanisation m'ont proposé de m'installer chez eux. Ça aussi, ça avait du sens. Au lieu d'avoir un local à quelques kilomètres où je massifie mes déchets, je suis installé directement au sein de l'unité. J'ai un bâtiment réservé. Donc, je peux ainsi collecter mes bacs, les ramener dans cette unité. J'ai tout un système pour peser les bacs, les saisir dans un logiciel de traçabilité. Chacun de mes clients peut ainsi se connecter et regarder la quantité et l'historique des collectes. Et ensuite, on peut le traiter directement dans une trémie. On a le matériel pour retourner les bacs, pour les laver. Et puis derrière, je peux ainsi garantir à tous mes clients on va dire, un traitement dans les règles de l'art de leurs biodéchets. Je collecte aujourd'hui, on va dire, 50% de collectivités, 50% de restaurants ou de professionnels de la restauration privée. Voilà ce que j'avais à dire. Alors aujourd'hui, mon équipe, elle se compose de 3 camions de collecte et de 4 salariés. Ça a été rapide. Les 4 salariés sont arrivés sur la dernière année, l'année écoulée à peu près. Donc, il y a un réel engouement en ce moment pour la collecte et la valorisation. C'est aussi des solutions clés en main qu'on propose. C'est la facilité et la garantie d'un traitement parfait du biodéchet. Top. Franchement, c'est super, messieurs. Merci beaucoup pour le témoignage. Concrètement, ça fait tellement de sens. Enfin, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. On va répondre aux questions. Avant de répondre aux questions, je propose de faire une petite conclusion de ce webinaire. Déjà, merci beaucoup à tous les intervenants. Donc, on voit que sur ces sujets des biodéchets, on a quand même un cadre réglementaire qui est contraignant, mais qui est aussi très précis, à la fois sur le sujet des biodéchets, mais sur le sujet de leur gestion. Toutefois, on a une filière biométhane qui permet de répondre à ces enjeux et tout ça dans un contexte, hyper important de transition énergétique et de décarbonation. Donc ça, c'est une première chose. Quoi qu'il en soit, il se pose quand même des questions quant au tri, à la collecte, à la préparation et à la valorisation de ces biodéchets. Vous en avez tous parlé, il y a des solutions. Donc pour répondre à ces questions, les solutions que vous avez présentées qui peuvent être déployées dans les territoires, elles se mettent de plus en plus en place. Et aujourd'hui, on n'est pas dans de l'innovation, on est dans une réalité terrain et on est plutôt dans un sujet d'industrialisation. L'objet de ce webinaire, c'était de vous les présenter, de revenir un peu sur ces sujets qui sont encore une fois multifacettes. Vous aurez les slides, que vous pourrez reprendre, hein, avec tous les éléments. Et l'idée, c'était d'initier une première réflexion sur comment traiter ces biodéchets et aussi vous donner un aperçu de l'accompagnement que vous pouvez avoir. Donc là, autour du téléphone ou autour de l'ordinateur, on avait des intervenants. On a vu que dans le fil de discussion, certains s'étaient positionnés. Si vous vous sentez parfois un peu désemparé sur le terrain, n'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels qui se mettront à vos côtés pour vous accompagner sur ces sujets biodéchets, gestion des biodéchets, toute la chaîne jusqu'au biométhane.
Voilà. Derrière, ça va poser des questions, ça sera l'objet peut-être d'un webinaire un petit peu plus tard, sur la compatibilité des équipements. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les solutions de chauffage au gaz sont déjà compatibles avec des biométhanes. Il n'y a pas de différence entre du gaz naturel tel qu'on le connaît historiquement et du biométhane. Donc ça, c'est des choses, on essaie de communiquer dessus. Se posera aussi la question de valorisation de toutes les démarches que vous mettez en place dans vos politiques RSE, auprès de vos clients, c'est hyper important. Voilà. On aura un petit questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé par rapport à ce webinar, vous pourrez y répondre un petit peu plus tard et puis, voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Je propose qu'on regarde un petit peu, il nous reste 5 minutes, donc c'est tip top pour regarder les questions qu'on aurait. Laetitia, Gaëtan, vous êtes encore là? Donc toutes les questions qui relèvent d'une mise en relation, j'ai vu que certains avaient déjà répondu, donc pour un projet notamment au Cameroun ou dans le sud. C'est bon, J'y vais qui a arrêté l'écho. Nickel, merci Gaëtan. Donc sur les mises en relation, sur les projets dans le sud, vous verrez que dans le jeu de slide qu'on vous enverra, vous aurez des coordonnées avec des interlocuteurs, que ce soit côté Trion, vous aurez aussi également le 06 de Guillaume qui y sera, et côté GRDF. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Si on ne sait pas vous répondre à vos questions, on vous mettra en relation avec les bons interlocuteurs. La vidéo, pouvez-vous tenter de rafraîchir? D'accord, là c'est des problèmes de connexion. J'avais une question, moi, qui pour le coup était pour toi, je pense, Laetitia. Ces déchets ménagers, collectivités, GSM, sont très humides et ont le moins bon rendement pour la valorisation énergétique. Pourquoi ne pas se tourner plutôt vers les déchets agricoles et les bouts d'épuration? Sont-ils déjà tous exploités? Si tu peux répondre à la question en 1 minute, Laetitia, tu seras formidable. Oui, alors justement, comme les biodéchets sont effectivement des déchets humides, ça fait aucun sens de les envoyer en incinération, donc en traitement thermique. Donc c'est bien le sens de la réglementation, hein, c'est de les flécher vers des voies de valorisation organique. Boues d'épuration et déchets agricoles sont des déchets qui sont déjà valorisés par voie de dégradation biologique anaérobie, donc en méthanisation. Hein. On a aujourd'hui une 50aine de stations d'épuration qui injectent du biométhane à partir des boues d'épuration à l'issue de leur méthanisation. Et puis les déchets agricoles, ça fait partie du gisement majoritaire aujourd'hui qui permettra d'atteindre les 100% de gaz vert à échéance 2050 en méthanisation. Ça reste, les déchets agricoles restent majoritaires aujourd'hui pour produire du biométhane à partir de la méthanisation. Donc, ils sont déjà fléchés pour bon nombre d'entre eux vers de la méthanisation. Après, ils peuvent être aussi épandus en direct. Ils ont une valorisation, ils ont une valeur agronomique dans tous les cas. Merci Laetitia. Le projet en Bretagne, des exemples dans le sud. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de Trion ou de GRDF et puis on saura derrière faire le lien. La traçabilité des biodéchets, je pense qu'on a déjà répondu à la question dans le cadre des interventions. De toute façon, les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, elles seront, on y répondra par ailleurs. Les sites de méthanisation. Puis tac tac, excusez-moi, je regarde. Si vous voyez des questions les collègues, hein, n'hésitez pas à prendre la main, à la poser, à la lire et à y répondre. Bravo pour le sujet. J'étais en train de répondre à une question en même temps, une question sur les coûts. Vas-y. Sur les coûts, effectivement, en fait, on interroge Vas-y, sur les Vincent. coûts de ces services, de ces solutions. En fait, il faut distinguer 3 coûts. Nous concernant Trion, on les distingue bien, à savoir la location du contenant, donc le fameux bac, qui soit de 120 litres, ou que ce soit une benne 20 000 cubes à la fin, c'est une location en fait mensuelle et un contenant qu'on met à disposition en fait de nos clients. Le deuxième coût, c'est la collecte, c'est-à-dire le passage du camion et de son chauffeur. Nous concernant, qui est 1 ou 3 bacs, c'est le même coût de passage du camion et de son chauffeur. Et le troisième coût, c'est justement la transformation, la valorisation, le fameux déconditionnement, le fameux traitement en fait des biodéchets alimentaires qui ont été collectés. Donc voilà les 3 coûts. Eh ben, c'est top, Vincent, parce que je pense que tu as répondu également à des questions sur le déconditionnement. Je regarde. Il est 11 heures de toute façon. Que pensez-vous des déshydrateurs de biodéchets? Là, pour le coup, c'est une question que j'avais rarement vue. Est-ce que quelqu'un a les éléments autour du téléphone?
Nous, on s'y intéresse en fait à ce qui était produit. C'est qu'on vient collecter ce séchat. C'est ce qu'on appelle en fait le produit final est un séchat. Le séchat a une valeur méthanogène qui n'est pas inintéressante et on vient le collecter parce qu'en fait la machine qui est installée dans bien des cas, c'est souvent des restaurants qui ont pas forcément une capacité justement, un volume, un espace en fait dédié à des bacs. Donc en fait, c'est une solution pour eux de réduire au maximum en fait le biodéchet alimentaire au final pour créer en fait et produire un séchat, mais il faut venir le collecter. On a produit un nouveau déchet, mais qu'il faut venir collecter. Donc nous, on s'y intéresse et aujourd'hui, on collecte quelques restaurants qui ont ce flux. Merci Vincent. Il est 11h. Je pense qu'on a tenu le timing, on a répondu à des questions, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas. Encore une fois, je remercie tous les intervenants autour du téléphone et puis je remercie tous les participants et tous les auditeurs de ce webinaire. Et puis je pense qu'on en refera un très bientôt. Quand je dis très bientôt, c'est quand même dans quelques mois. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.